Épisode 16 de la saga L'inconscient et la psychanalyse, dans lequel nous aurons l'esprit suffisamment large pour qu'il ne soit pas très étroit, car très étroit, 16. Et nous allons poser la question, cette fois-ci, l'inconscient est-il structuré comme un langage ? Alors, dans un premier temps, une petite remarque qui met un gros bémol à la fameuse formule qui circule partout, l'inconscient est structuré comme un langage, et qui est présentée comme une assertion définitive qui ne souffre pas la moindre critique. C'est tout simplement que dans l'inconscient, il y a du réel, et que le réel, c'est justement ce qui échappe au langage. Chose. Je rappelle que ce que Lacan a essayé d'appeler le réel, mais vu ses nombreuses définitions tout aussi divergentes que contradictoires, on peut difficilement savoir ce que Lacan appelle le réel. Dans ce que j'ai rencontré moi dans l'inconscient, comme étant le réel, je vous renvoie à ma première vidéo, l'épisode numéro 1, c'est-à-dire quelque chose d'indescriptible, quelque chose d'inaudible, enfin audible si, mais inentendable au sens de incompréhensible. Ça peut être des borborigmes, ça peut être des tas d'objets dont on est incapable de décrire le moindre d'entre eux, des foules de gens dont on est incapable de décrire le moindre d'entre eux. Bon, voilà. Le réel, c'est ça. Ce n'est pas le réel extérieur, parce que les physiciens font l'hypothèse que sous leurs équations, qui sont du symbolique, il y a un réel qui y correspond. Mais ils n'en sont pas sûrs, parce que parfois les équations, il faut les modifier, ou il faut en trouver une mieux qui compense, ou qui va plus loin que l'équation précédente. C'est ce qu'a fait Einstein en complétant, ou en transcendant, si on préfère, les équations de Newton. Tout cela, c'est du symbolique. Ça suppose un réel derrière, bien entendu. Mais ce réel-là, c'est quelque chose comme le noumen de Kant, ou l'être en soi de Heidegger. C'est une spéculation philosophique. Et donc, ce n'est pas ce que j'ai rencontré dans mes rêves, qui est l'inscription d'une première perception qui est faite à un moment où on n'a pas le langage, c'est-à-dire soit tout petit, soit devenu grand du fait d'un trauma, un accident, un attentat terroriste, c'est-à-dire on n'a pas le langage, et ça s'inscrit quand même parce que nos sens inscrivent ce qu'ils perçoivent dans la mémoire. Et ça ressort, bon, périodiquement dans les rêves, ça ressort pas ailleurs, ça ressort pas dans un lapsus, dans un acte manqué, tout ça c'est du symbolique. Donc, le réel, tel que j'en parle, c'est cette inscription-là. Ce n'est pas le réel des philosophes ou des physiciens. C'est vraiment le réel de la psychanalyse. Alors, le réel de la psychanalyse tel que Lacan parle, ce que en retiennent les lacaniens, c'est tantôt une définition de Lacan, tantôt une autre définition de Lacan, et on les entend utiliser le mot réel à toutes les sauces. Par exemple, dans le séminaire 3, la définition du réel, c'est ce qui revient toujours à la même place. Ah, fort bien, c'est ce qui revient toujours à la même place. Du coup, on entend les lacaniens dire « le symptôme se répète, il revient toujours à la même place, donc c'est un réel ». Ah, faux, parce que le symptôme, c'est une formation de compromis. Une formation de compromis, c'est-à-dire que je désire ceci et je désire cela en même temps. En général, c'est je désire ceci dont je sais que ça m'est interdit. Par exemple, ma mère, pour faire simple. Et dans le plus général des cas. Et donc, l'inconscient, d'une part, refoule les deux motions. Je ne veux pas savoir que je désire ma mère.
Et je ne veux pas non plus savoir que c'est interdit, puisque ça me rappellerait que je le désire. Donc il peut y avoir un symptôme, c'est une façon que trouve l'inconscient pour s'exprimer, et c'est donc parfaitement symbolique. C'est repéré. Il y a un objet, un sujet, le sujet qui désire, l'objet qui est désiré, moi, ma mère, tout ça c'est un langage. Ok, mais c'est pas le réel. Et puis il y a d'autres lacaniens qui retiennent par exemple la définition du séminaire 11, euh, le réel, c'est ce qui surgit tout d'un coup, c'est la tuquée, c'est la rencontre. Comme on rencontre, on se heurte à un mur. Et alors j'ai entendu des lacaniens me dire, ah il y a un lapsus qui surgit, c'est une rencontre, on ne s'y entendait pas, c'est un réel. Ah non, un lapsus, c'est du langage, c'est un mot qui vient à la place d'un autre. On est dans le langage. L'inconscient, là, est bien structuré comme un langage, mais ce n'est pas un réel. Et ces confusions sont entretenues sans arrêt dans le discours qu'on entend dans le champ de la psychanalyse de nos jours. Et on a même des titres de livres, comme celui de Colette Solaire, l'inconscient réel, mais ce dont elle parle, c'est pas du tout l'inconscient que j'ai rencontré. C'est cette confusion sur les définitions de Lacan qui amène à parler de choses symboliques comme étant réelles. Alors, pour répondre à la question, l'inconscient est-il structuré comme un langage? Quand on dit, parce que Lacan le dit, que le réel c'est l'impossible, il le dit aussi. Moi, je rajoute l'impossible à symboliser. C'est ça qu'il faut préciser. Si on dit que le réel, c'est l'impossible à symboliser, et qu'on dit que le réel, c'est des tas de choses qui sont symboliques, on ne s'y retrouve plus. Donc, premier bémol, dans l'inconscient est structuré comme un langage, le réel, il est hors langage, par définition, donc, et il est inconscient. Et donc, j'ajoute qu'on n'en a pas besoin du réel. Il surgit dans les rêves, je les ai repérés, mais c'est pas eux qui produisent l'angoisse, c'est justement le symbolique qui vient à la place. J'ai déjà dû l'expliquer dans une précédente vidéo. C'est-à-dire que pour expliquer un trauma, un truc pour lequel on n'a aucun langage, eh bien vient tout de suite le premier langage qui est venu lorsqu'on s'est trouvé devant le premier trauma, c'est-à-dire la différence des sexes. Et la première explication qui vient aux enfants, c'est la castration. Donc, c'est cette explication qui, elle, est du langage, puisqu'elle est une explication. Cette explication de la différence des sexes, c'est « ah ben tiens, c'est parce qu'il y a eu une castration ». C'est-à-dire, il y a eu un avant, il y a eu un après, pour les filles. Et avant, c'était pas castré, après, c'était castré. Et pour les garçons, il y a un présent, c'est pas castré, mais il y a un futur possible, ça risque d'être castré. Donc vous voyez, on est dans le langage, dans les modalités du verbe, présent, passé, futur, c'est un langage. Et c'est ça qui est angoissant. Hein, c'est pas le réel comme tel. Parce que la différence des sexes comme telle, elle n'a rien pour être angoissante. Hein. C'est juste que les enfants se l'expliquent de cette façon-là. Voilà pour le réel. Il y a d'autres emplois du mot réel par Lacan et les lacaniens qui font par exemple de la voix le support réel de la communication. C'est-à-dire il y a ce que je dis qui est fait de mots, qui est fait de langage, puis il y a la voix en elle-même qui est du pur son. Et pour certains psychanalystes dans ce champ, il suffit donc d'écouter le son, la signification ou le signifié n'a aucune importance. Puisqu'on écoute le son, on est dans le réel, donc on est dans le plus profond de ce qu'il y a dans l'inconscient, et c'est donc ce qu'il faudrait atteindre. Résultat, la psychanalyse n'avance pas, les gens parlent, et justement ne trouvent pas de signification ou de signifié à leurs symptômes, à leurs rêves. Et on reste fixé sur cette question de la voix, comme si c'était... dans beaucoup de discours, d'ailleurs, c'est très sacralisé, cette histoire de la voix. J'ai rencontré cette histoire de la voix dans certains de mes rêves, et dans mon livre À bord du réel, où j'entendais une personne qui me disait des choses, mais qui m'apparaissaient à moi comme des borborigmes, des trucs totalement incompréhensibles. Donc j'ai compris à l'analyse
que cette personne qui s'adressait à moi, c'était ma mère, et que ce que reproduisait mon rêve, c'était des enregistrements de l'époque où je ne savais pas parler, mais où j'entendais la voix de ma mère, qui me disait des choses que je ne comprenais pas. Voilà comment la voix peut être entendue comme réelle. Mais une fois qu'on a dit ça, bon, bah, on s'en fout, je veux dire, c'est pas d'une importance. Ça peut être émouvant de se rendre compte que la mémoire a engrangé des choses pareilles, mais ensuite, bon, c'est pas d'une très grande utilité, ni par rapport à la compréhension des rêves, ni par rapport aux symptômes. La même chose s'applique au regard, c'est-à-dire le regard qui ne voit pas. C'est bien beau d'en faire un concept, mais je vais vous dire un bout de rêve dans lequel il se matérialise et qui permet de beaucoup plus le comprendre. Je vous lis l'intégrale de la note que j'ai posée au réveil à propos de ce rêve, parce que sinon c'est incompréhensible et vous allez voir, c'est assez difficile. Je regarde dans un parallélépipède qui pourrait ressembler à un berceau d'enfant. Les contours sont métalliques et reflètent. Le sol n'est pas métallique, il ne reflète pas. Je repère à un indice. Quelqu'un, ou moi, glisse un carré sur le sol dans lequel est inscrit mon regard. Il n'y a pas de reflet. Bon, vous voyez qu'il y a quelque chose qui essaie de se dire là, mais qui n'arrive à décrire rien d'autre finalement que le regard lui-même, appelé regard ou appelé reflet. Non. Le parallélépipède qui ferait penser à un berceau d'enfant, c'est un indicateur temporel, ça indique aussi que c'est une mémoire de l'époque où j'étais dans un berceau d'enfant. Et où j'ai dû regarder des choses des fois où je ne voyais rien d'autre que mon regard. Oui, un regard qui ne voit rien, qui fasse signifier ou signification, et qui du coup ne perçoit que lui-même comme une espèce de réel qui fait retour. Donc voilà encore un bout d'inconscient qui n'est pas structuré comme un langage, qui est resté hors langage. Alors, par ailleurs, il y a une confusion qui est très souvent faite entre langue et langage. L'inconscient est-il structuré comme une langue? Non, la question c'est bien comme un langage. Mais comme une langue, bon, beaucoup de gens se précipitent là-dessus en disant, bah tiens, par exemple, j'ai vu énormément de collègues se précipiter en Chine et de collègues chinois se précipiter sur l'idée que puisque le chinois est écrit avec des caractères et non pas avec des lettres alphabétiques, eh bien, ça allait forcément fabriquer un inconscient différent de l'inconscient occidental. Alors, énormément de Chinois s'engouffrent là-dedans, parce que ça doit flatter leur narcissisme national. Il y a eu à peu près la même chose en France lorsqu'on a introduit la psychanalyse en France, et les premiers psychanalystes français, avec Pichon en tête, de dire oui, non, mais ça c'est de la psychanalyse allemande, il faut quelque chose de moins grossier, de plus pur pour la fine nation française, n'est-ce pas? Et de reconstruire une psychanalyse édulcorée de pas mal de sexuels, justement très ancrée sur la question de la grammaire, du langage, puisque Pichon, avec Damourette, a écrit une grammaire, qui est très intéressante d'ailleurs, mais qui met ce premier accent sur le langage dont Lacan s'est emparé, qui permet de parler de plein de choses, de faire de la linguistique, de faire de la grammaire, qui évite un peu de parler de sexe, de castration, d'Oedipe, d'inceste, de toutes ces choses-là. Extrêmement difficiles à encaisser, c'est vrai, mais c'est parce que c'est difficile à encaisser que c'est inconscient. C'est pas parce que c'est de la grammaire, ou parce que c'est du français, de l'allemand ou du chinois. Rhoda-Tong, donc le premier psychanalyste lacanien chinois, avait écrit un article princeps qui s'appelait « L'inconscient est structuré comme un caractère chinois ». Il est vrai que le caractère chinois écrit comme des hiéroglyphes. C'est-à-dire que, au moins à la base, il s'agit de l'image de l'objet représenté. Chez les anciens égyptiens, les anciens hiéroglyphes
C'est tout à fait net. Et si on s'intéresse à la genèse des caractères chinois, eh bien on s'aperçoit que les premiers caractères étaient tout proches de hiéroglyphes égyptiens, c'est-à-dire tout proches de l'objet représenté. Par exemple, une femme est représentée en attitude humble, agenouillée, bien sûr, parce qu'à cette époque, une femme ne pouvait être représentée que comme ça. Et l'homme est représenté comme quelqu'un qui marche, voilà, le caractère Zhen. Femme se dit nue, hein, en Chine, toutes les femmes sont nues. Ce sont des images. Et j'ai un petit peu fait gargle, glup et glop quand j'ai vu Lacan dans un séminaire où il s'interrogeait sur le caractère chinois, justement mettre en lumière ce caractère, jeune, très simple, l'homme, en se foutant de la gueule d'un linguiste chinois. Il disait à peu près quelque chose comme ça, le pauvre chéri, il croit que ça représente un homme. Parce que Lacan, il est obnubilé par le fait que les signes ne signifient que lorsqu'ils sont dans une articulation entre eux. C'est-à-dire non pas dans un rapport à l'objet, mais dans une articulation entre eux. L'un signifiant représente un sujet pour un autre signifiant. Et en l'occurrence, il s'agit d'une lettre, mais il y applique la même définition du signifiant, puisqu'il a passé sa vie à employer lettre ou signifiant indifféremment. Il n'a jamais eu une définition très précise de l'un par rapport à l'autre. Donc, c'est une lettre, mais bien entendu, elle est articulée aux autres caractères, hein, mais elle est aussi articulée à l'image de l'homme. C'est très clair quand on regarde l'historique des caractères, d'où ils viennent. Et il est arrivé la même chose aux caractères hiéroglyphiques des Égyptiens, c'est-à-dire que l'écriture hiéroglyphique, qui au départ, c'est des images des objets, petit à petit se simplifie et on n'a plus que quelques traits qui rappellent que c'était l'image de l'objet. Et à la fin, on ne la devine plus du tout. Dans le démotique, on a l'impression que c'est pratiquement une écriture alphabétique. Et effectivement, dans l'entretemps, ça devient une écriture alphabétique. Parce que spécialement ce qui est devenu le copte, c'est-à-dire l'ancien égyptien, en côtoyant la langue grecque, qui est de plus en plus présente et de plus en plus employée à Alexandrie et en Égypte à l'époque, on en vient à utiliser pratiquement les consonnes, on se fiche un peu des voyelles, effectivement, pour représenter ce qu'on veut représenter. Donc ça dérive vers une écriture alphabétique. Avant cela, il y avait toujours des ponts qui s'établissaient entre des images et des sons. Parce que pour représenter des concepts tels que, par exemple, la liberté, ou la loyauté, ou l'honnêteté, bon, il n'y a pas d'objet qui donne une image de cette chose. On ne peut trouver qu'un symbole. Alors soit on trouve un symbole, effectivement, par exemple la justice, on trouve un symbole, c'est une femme avec les yeux bandés qui tient une balance d'une main et une épée de l'autre. Hein. C'est un symbole imagé. Mais on n'en trouve pas toujours non plus, et donc on se sert parfois du son de la langue, parce qu'il y a un autre son, ou qui est le même que ce son-là, qui désigne autre chose, mais on s'en sert aussi pour désigner l'honnêteté, la justice, la loyauté, etc. Les choses qu'on ne peut pas imager, on se sert d'un son qui sert pour désigner autre chose, mais on s'en sert pour désigner ces concepts. Dès l'origine, d'ailleurs, tous ces ponts verbaux qui s'établissent entre des images et des sons. Eh bien, il se passe un peu la même chose dans les caractères chinois. Hein. Par exemple, le caractère ma, qui signifie maman. Je ne suis pas sûr de la bonne prononciation, les amis chinois m'excuseront. Mais il s'écrit avec le caractère nu, qui prononcé nu, c'est la femme, et le caractère ma, qui signifie le cheval quand il est utilisé tout seul. Mais ici, on inscrit le caractère cheval pour indiquer que la mère, ça se prononce comme le cheval. Ma.
Donc, il y a des caractères qu'il faut lire par la référence à l'image de l'objet, nu, et des caractères qu'il faut lire par référence à un son, ma, maman. Et dans les rêves, il y a le même type de ponts verbaux. Il y a une figurabilité qui fait que, par exemple, dans tous les rêves de tous les gens, j'ai toujours rencontré l'angoisse du raz-de-marée, du tsunami, dans les miens en particulier. Mais je l'ai rencontré aussi chez des Chinois, puisque j'ai quand même eu pas mal de Chinois sur mon divan. En français, ça coule de source. Mère se prononce comme mère. Donc, très souvent, quand quelqu'un me raconte un rêve comme ça, il me suffit de dire, de souligner, mer, tiens, c'est quoi la mer? Souvent les gens d'ailleurs disent, il y a beaucoup d'eau qui arrive, ou c'est une vague énorme, ça évite de dire mer. Mais ça fait rien, je demande, à quoi ça vous fait penser? Et on aboutit toujours, ou presque, à la mer. L'envahissement d'une eau, hein, donc qui peut représenter la mer dans ce qu'elle a d'envahissant, quand elle est trop présente, qu'elle en fait trop, ça crée de l'angoisse, mais qui peut représenter aussi l'accouchement, la naissance, c'est-à-dire la rupture de la poche des os. Donc dans les deux cas, ça fait une image pareille, donc il faut que l'analysant puisse laisser fonctionner ces associations pour trouver laquelle des deux fonctionne. Eh bien, c'est pareil pour les Chinois, même si la mer en chinois se dit hai, et ça n'a rien à voir avec ma, qui est la mer. Par contre, on la retrouve dans le caractère hai, qui signifie la mer, mais qui ne se prononce plus hai, s'écrit comme hai, la mer. Parfois, dans un rêve, il faut lire une image comme si c'était un son, parfois il faut la lire comme si c'était une image. Mais je dois dire de mon expérience, c'est un langage très archaïque. Je réponds à la question, l'inconscient est-il structuré comme un langage? Celui-là, oui. Pas le réel, mais celui-là, oui. Mais c'est un langage très très archaïque qui se sert surtout d'images. Lorsqu'il y a une image qu'il faut lire comme un son, c'est très 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 rare. Ça arrive, mais c'est rare. Et le problème de Lacan, c'est que justement, il a mis surtout l'accent sur la question du son, de la grammaire, du langage, de ce qui se parle, etc. Ce qui laisse de côté toute cette question du langage des images. Pendant très longtemps, quand j'étais lacanien, je mentirais en disant « Ah bon, moi, ça c'est la lettre ». C'est-à-dire la lettre, non pas la lettre alphabétique, mais quelque chose qui s'écrit et qui s'écrit comme un ancien caractère chinois ou un ancien hiéroglyphe égyptien. Comme si les langues avaient commencé par puiser dans le langage des rêves pour s'installer petit à petit dans un usage qui a fait qu'elles sont passées petit à petit à une phonétisation. Mais c'est pas parce qu'elle est passée dans une phonétisation que le rêve a oublié. Et ce langage-là, il est universel. Je n'hésite pas à le dire parce que j'ai eu suffisamment de gens sur mon divan venant de contrées extrêmement différentes. Les maisons, les appartements, les pièces exiguës ou trop larges, les maisons pleines de pièces, de pièces, de pièces, de pièces, qui représentent le sujet. C'est-à-dire pas seulement le moi, mais justement le fait qu'il a des arrière-pièces qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas explorées. Des fois, c'est une autre maison, un autre appartement qu'il a ailleurs. Ça se retrouve dans toutes les langues, parce que ça ne dépend pas de la langue. C'est un langage archaïque, qui est universel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il suffit d'aller lire la Traumdeutung de Freud, où il fait le catalogue de ces choses qu'on pourrait penser universelles, et je crois qu'il a raison. Hein, ce sont des archétypes, pas exactement au sens de Jung, parce que Jung, il parle de ces archétypes et il en fait quelque chose de mystique, quelque chose qui se tiendrait au-dessus de nous et qui nous gouvernerait. Bon, moi je pense que ça vient tout simplement du fait que l'expérience des enfants est la même partout dans le monde. Les enfants naissent,
Ils têtent leur mère, ils rencontrent le père, et le père est pas content parce que la mère s'occupe tout le temps du petit, et le petit n'est pas content parce que de temps en temps la mère va s'occuper du grand. Euh, Ça s'appelle le complexe d'Oedipe. Et l'enfant rencontre la différence des sexes, ça s'appelle la castration. C'est partout dans le monde. C'est ce langage-là qui est le langage archaïque qui structure notre inconscient. C'est pas le langage élaboré avec la grammaire, les questions d'homophonie, les questions de, euh, encore une fois, qui peuvent jouer parfois dans un rêve, mais d'une manière extrêmement ténue, rare. Pourquoi? Eh bien, parce que dans ces expériences précoces, qui sont celles de tous les humains, quelle que soit leur langue, et quel que soit le mode d'écriture qu'ils ont, eh bien, ces expériences précoces sont les mêmes partout et sont hors langue. C'est-à-dire, ça se passe avant qu'on ait appris à parler. Je n'arrête pas de trouver dans mes rêves de ces moments inscrits en mémoire, j'ai dit bien inscrits et non pas écrits, qui restent hors langage. Alors, j'aurais dû dire hors langue, j'ai dit hors langage, et il y a les deux. Il y a ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire hors langage, ce qui est resté pur réel, c'est-à-dire inscription de perception, et puis il y a ce qui s'est inscrit et qui n'est pas encore dans la langue, mais qui se structure comme une écriture, bon, l'Oedipe, la castration, la jalousie par rapport au père, par rapport aux autres enfants aussi, c'est une écriture, c'est un langage qui n'a rien à voir avec la langue, mais qui peut se lire si on veut bien y prêter attention à travers les rêves. Le plus bel exemple d'écriture de ce langage archaïque que je puisse vous donner, il m'a été fourni il n'y a pas tellement longtemps par une analysante chinoise, justement, qui a fait un rêve qu'elle a tenu à me dessiner. Et voilà le dessin qu'elle a produit. Vous voyez, il y a sa chambre, l'analyse se fait en anglais en plus, donc elle connaît absolument pas le français et je connais pas le chinois. Enfin, je l'ai étudié, mais pas suffisamment pour pouvoir faire des analyses en chinois. Donc on passe par l'anglais, mais son rêve, elle a tenu à me montrer le plan de l'appartement qu'il y avait dans son rêve, qui, me précise-t-elle, n'a rien à voir avec l'appartement de la réalité de son enfance. C'est un appartement de rêve, reconstruit. Donc elle a fait ce plan. Vous voyez, le me, qui veut dire moi, est complètement accolé au mother, qui signifie la mère. Et je lui ai demandé, mais vous avez vu comment vous avez dessiné les portes? Elle me dit oui, en effet, moi, j'ai un phallus pour faire l'amour à ma mère. Et de l'autre côté, eh ben, j'ai un vagin pour être une femme vis-à-vis de l'extérieur. Et enfin, pas seulement l'Oedipe, faire l'amour avec, c'est aussi être le phallus de la mère, c'est-à-dire être la pièce de complémentarité de la mère. Bon, vous voyez, il y a le tour de tous les fantasmes autour de la différence des sexes, réunis dans une petite écriture de rien du tout, extrêmement compréhensible, qui montre qu'on peut être à la fois castré et pas castré, qu'on peut avoir un phallus et pas l'avoir, et qu'on peut être le phallus de la mère et ne pas l'être, le tout en même temps. Voilà ce que dit fondamentalement cette langue fondamentale, ce langage, cette écriture, puisque c'est dans un rêve que ça s'est manifesté de cette façon, et la langue, nous sommes passés par l'anglais, n'a fait qu'être un intermédiaire pour permettre d'accéder à ces deux chambres, à cette écriture de l'inconscient la plus archaïque. Alors, un exemple. Dans un rêve, je retrouve une personne qui est en train de touiller dans une baignoire une espèce de matière argentée. Et
Je lui dis: ah bon, je ne savais pas que tu fabriquais des objets en thermoformé. Eh bien, cette matière argentée, j'ai eu du mal à le reconnaître. Hein. C'est moi, parce que je m'appelle Richard. Donc je suis censé être argenté. Alors vous voyez, il y a un pont qui se joue sur la signification, pas du tout sur le son. Sur la signification, un Richard, c'est quelqu'un qui est argenté. Et là, l'espèce de récipient ovoïde dans lequel cette personne touille du plastique argenté, ben cette baignoire me rappelle la baignoire qu'on posait dans la cuisine et qui était l'endroit où je prenais mon bain quand j'étais tout petit, avant que je puisse aller dans la grande baignoire de mes parents. Donc c'est ma mère qui touille ce machin argenté. Et si elle le touille, eh ben c'est que il y a quelque chose de l'idée d'un rapport sexuel tel que j'aurais pu me le faire quand j'étais petit. Hein, j'étais à poil, j'étais dans un liquide chaud et ma mère me frottait sur tout le corps. Donc il y a l'idée d'un plaisir allié certainement à l'acte sexuel. Ça parle d'Oedipe, mais quelque chose de très archaïque et qui n'a rien à voir avec le son, mais avec des sensations, des affects, des images. Et puis, dans un autre rêve que j'ai fait à peu de jours de distance, je dévalais un toboggan recouvert de feuilles d'or. Et j'ai assez vite repéré qu'il s'agissait d'une image de la naissance. Je suis très heureux d'ailleurs et très à l'aise dans ce rêve. Je fais comme si je nageais le crawl dans le toboggan. Je suis la tête la première. Et je reconnais dans ce toboggan recouvert de feuilles d'or, eh bien, toujours pareil, moi-même, la richesse. Richesse, or. Mais, donc c'est le même circuit, vous voyez, c'est uniquement au niveau de la signification que ça se passe. Mais en plus, dans ce rêve-là, je reconnais le prénom que j'ai donné à ma fille. Je l'ai appelée Aurore. Autrement dit, or, dans la continuité du Richard. Pour compenser la fortune faite par mon grand-père, qu'il a tout perdu, que mon père a dû emprunter pour faire ses études, et pour nourrir ses vieux parents qui n'avaient plus rien, ce qui fait qu'il a été extrêmement serré jusqu'à l'âge de 50 ans. Il a dû rembourser tous ses emprunts jusqu'à l'âge de 50 ans. Et j'ai reproduit la chose en commençant à être à l'aise à l'âge de 50 ans. Donc vous voyez l'importance que ça prend. Ça a à voir avec mon histoire, mais pas avec l'histoire de France, ni l'histoire de l'Europe, ni l'histoire de l'humanité. Ou alors l'histoire de l'humanité en tant qu'elle a une petite enfance et des grands-parents. Ça va guère plus loin. Donc, le mécanisme du rêve établit parfois de ces ponts verbaux tels que j'en ai explicité un en chinois entre nu et ma, la femme, la mère. Là, c'est entre or et aurore. Alors, en guise de conclusion, ne pas confondre ce qui a été forgé par des millénaires d'histoire, que ce soit chez les Égyptiens ou chez les Chinois, avec d'ailleurs le même processus que nous avons vu d'une manière assez succincte, mais assez parlante, à savoir une simplification qui va vers de l'image de l'objet vers quelque chose qui ne rappelle que quelques traits de l'objet, et qui ensuite va vers quelque chose de plus en plus phonétique, et l'évolution d'un enfant qui, lui, n'est pas en contact quand il naît avec ces millénaires d'histoire. Il en est encore en contact avec la mamelle, sa maman, le papa, les petits frères, les petites sœurs, les grands frères, les grandes sœurs, pardon. Ce n'est pas parce qu'on lui parle dans une langue qui, elle, est le produit de ces millénaires d'histoire qu'il est influencé. Il est influencé essentiellement par ce qu'il vit, ce qu'il éprouve d'affectif vis-à-vis de maman, papa, grand frère et grande sœur. C'est ça essentiellement son expérience de la loi,
C'est l'expérience de non, tu fais pas pipi partout, tu fais pas caca partout, tu manges proprement, tu ne tapes pas ton grand frère, et c'est possible que tu te laisses pas tuer par ton grand frère, parce que c'est plutôt dans ce sens-là que ça fonctionne. Mais c'est seulement après qu'ils rentrent dans la langue. D'ailleurs, beaucoup de gens rentrent dans la langue en restant ignorants des millénaires d'histoire qui ont construit la langue qu'ils parlent et l'écriture qu'ils apprennent à l'école. Donc c'est vraiment une superstructure, ça, qui se rajoute tout à fait après et qui ne contribue pas à la structuration de l'inconscient. Donc ne pas confondre le langage de l'inconscient, qui est quelque chose d'extrêmement simple et archaïque, qui parle d'Oedipe et de castration, qui peut être une écriture telle que mon analysante chinoise l'a produite, et une écriture et une langue qui sont les produits de millénaires d'histoire. Donc de ne pas confondre la psychanalyse, qui s'occupe de l'enfance de chacun, de sa vie d'adulte aussi, mais en tant qu'elle repose sur ces piliers posés dans l'enfance, et la linguistique, l'ethnologie, l'anthropologie, la sinologie, l'égyptologie, toutes ces choses-là qui sont très intéressantes, mais qui n'ont rien à voir. Il y a des similitudes qui peuvent être intéressantes de remarquer, d'analyser, de travailler, mais ce ne sont que des similitudes. Ce n'est pas le fonctionnement de l'inconscient.